Je vous le disais, on va maintenant parler de reporting digital. Comment concilier aujourd'hui les données site-centriques et ad-centriques dans la jungle média dans un workshop proposé par Report et donc titré « Comment éviter la purge du reporting digital ?» Pour répondre à cette question, Grégoire, bonjour. Bonjour. Tu es Customer Success Director de Report. C'est bien Exactement. Ça. En charge des équipes, donc Customer Success. En fait, tu viens, toi, de la vente et du marketing traditionnel, que tu as pratiqué chez Procter & Gamble, L'Oréal ou encore Pernod Ricard. Tu as switché côté digital au bureau américain de L'Oréal dans une équipe de transfo interne et tu es passé ensuite côté éditeur de solutions pour monter cette équipe chez Report. C'est bien ça? C'est exact. Alors, concrètement, chez Report, qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que tu accompagnes ces équipes? Donc concrètement, Report, on est une solution SaaS d'automatisation du reporting digital. Donc c'est un outil assez simple d'utilisation, mais fait pour les équipes métiers. Et donc généralement, on travaille avec des équipes qui ont des grosses organisations, beaucoup de marques, beaucoup de pays. Et le but est de les accompagner, de les aider avec un outil adapté, de la collecte des données jusqu'à l'adoption finale des dashboards, ce qui est souvent une problématique jamais finalisée chez nos clients. Et donc concrètement, le Customer Success, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne nos clients sur leur prise en main de l'outil, avec l'onboarding au départ, mais aussi leur prise en main en continu, ce qui vont monter en compétences sur les sujets de reporting, même sur les sujets d'analyse de données en règle générale avec nous. Donc on les accompagne là-dessus. Aussi parfois on fait des projets avec eux, où là on les accompagne d'un point de vue plus serviciel sur des projets de reporting à grande ampleur, sur lesquels ils n'ont pas forcément les ressources en interne. Et après aussi une partie plus commerciale de mon équipe, dont le but va être d'aller travailler avec de plus en plus d'équipes chez nos clients et de beaucoup aider les équipes commerciales aussi avec nos prospects. Oui, ce que tu le disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure du tout digital, on peut à peu près tout mesurer, d'ailleurs en temps quasi réel. On ne sait pas toujours très bien quoi faire de toutes ces données et on ne sait pas forcément pour les retailers comment, à partir de ça, piloter correctement son budget média. C'est là que vous intervenez et c'est là qu'on peut éviter de faire de ce traitement de données alors une purge, c'est le titre de travail, mais en tout cas, on peut simplifier les choses a priori assez drastiquement. Exactement, là le but je pense que c'est, on travaille sur énormément de clients différents, énormément de dashboards différents aussi. Donc avec l'expérience on a pu en tirer certaines leçons. Et c'est vrai que notamment un des sujets qu'on va traiter aujourd'hui, c'est il y a un gros problème de réconciliation souvent, il y a beaucoup de pubs qui va être faite sur plein de canaux différents. Et ça va être très dur de réconcilier ces données avec les conversions, les leads, le revenu qui est généré en réalité. Et ça c'est une problématique qui est rarement bien faite et sur lequel on va pouvoir s'attarder. Ok, donc il y a 8000 dashboards passés au crible et à partir de ces 8000 dashboards, tu arrives avec en gros 5 key learnings, 5 points clés qui vont permettre à un retailer, un e-commerçant de bien traiter ce sujet. Le premier, et s'il devait y en avoir qu'un, lequel ce serait? Alors si on commence, on va essayer de répondre à cette mission complexe, mais le premier, ce qu'on voit déjà, c'est que notamment sur la partie digitale par rapport au offline, on fait du offline depuis un millénaire. Le reporting est très acté et très mature d'une certaine manière. On sait comment traiter ces données. Dans le reporting digital, c'est assez différent parce que c'est un marché qui n'est pas encore tout à fait mature, parce que beaucoup plus jeune. Et donc le premier problème qu'on voit, c'est que très généralement, les campagnes sont lancées, le site est lancé, et le reporting vient après coup. D'une certaine manière, on se dit, bon d'accord, on a une activation, et maintenant il va falloir qu'on monitore ces données. Et le premier point, c'est que très souvent, il y a un manque de connaissances ou de priorisation des bons KPI. Et très souvent, notre premier travail qu'on va faire avec nos clients, c'est de dire quels sont vos vanity metrics, les métriques de vanité qu'on va tâcher de supprimer. Je prends un exemple assez typique. Généralement, on va avoir beaucoup de chiffres qui sont très impressionnants, qui sont généralement tout le temps en croissance et qui vont faire très bien pour montrer à un COMEX, par exemple, mais qui ne sont absolument pas actionnables et qui ne servent absolument à rien. Je prends par exemple le nombre si on regarde les page views par exemple, les pages vues, si on regarde le nombre d'users, le nombre de sessions, c'est des KPI qui sont absolument pas actionnables et qui ne servent pas à grand chose. Donc le premier point, c'est déjà de se dire, quand on va qu'on fasse une campagne, qu'on lance un nouveau produit, quel est l'objectif final et quels sont les indicateurs que je vais mettre à côté pour éviter d'avoir des chiffres qui ne servent à rien, mais plutôt des chiffres qui vont pouvoir être activés. Donc clarifier ses objectifs. Exactement. Clarifier ses objectifs et surtout, en fait aujourd'hui généralement on ne sait pas trop comment les prioriser. Et donc ce qui se passe, c'est que le reporting va d'autant plus être une purge qui va juste être un reporting de performance après coup qu'on va envoyer à son comité de direction pour faire bonne figure. Okay. Et donc c'est particulièrement une souffrance parce qu'on ne va pas du tout utiliser ces rapports pour améliorer sa performance au quotidien. Et donc c'est tout ce qu'on va essayer de
clarifier aussi avec nos clients dès le début de la relation. D'accord. Alors Juliette de Funès sur ce plateau ce matin disait qu'avoir un objectif n'était pas suffisant pour que ça se transforme en réussite. Quel est le deuxième point clé? Le deuxième point, par exemple, si je prends un exemple très concret, c'est que quand on va en fait, il faut planifier son reporting en même temps que sa campagne. Et même en même temps que le lancement d'un produit d'une certaine manière. Il ne faut pas faire le reporting à la fin, il faut le prévoir depuis le début. Je vais prendre un exemple classique, mais si on fait une campagne de branding, par exemple, par rapport à une campagne de retargeting ou d'acquisition, vous n'allez pas suivre du tout les mêmes indicateurs. Et ce n'est pas aussi les mêmes sources qui vont vous permettre d'avoir ces infos. Donc ça évite d'arriver à la fin et on va se dire j'aimerais avoir tel indicateur et on se rend compte que le plan de tracking n'a pas été fait, les UTM n'ont pas été mis et donc en fait cette information est complètement invisible et donc on arrive sur des systèmes où on ne peut pas vraiment avoir l'information, ce qui est dommageable. Donc je prends l'exemple d'une campagne branding, le but c'est de se faire connaître sur plein de marchés. Se faire connaître c'est quoi? C'est juste des impressions, c'est du reach on target parce qu'on va cibler une certaine cible, ou même le fait de se faire connaître c'est que si votre message il passe à bout de 90% de votre vidéo, et bien dans ce cas-là, il faut que votre indicateur clé, ce soit les vidéos vues à 100% ou à 95% là-dessus. Et encore une fois, là aussi, il y a la question de la source. Quelle est ma source de référence pour ces marchés? Si c'est les viewable impressions, parce que vous vous dites que d'une certaine manière, les sources ne sont pas assez fiables depuis les différents publishers que vous allez activer, il faut une source tierce. Donc c'est toute cette réflexion qu'il faut avoir en amont. Et c'est pas grave si vous ne l'avez pas eu à l'instant T, mais à partir du moment où vous voulez vous mettre dans une dynamique de faire du reporting de meilleure qualité, il faut réfléchir à ça et mettre souvent des chantiers de un peu plus grande ampleur. Il y a des tâches de fond, on va faire des plans de tracking, on va contractualiser avec des nouveaux outils pour faire ça proprement. D'accord. Et le fait de travailler justement avec des publishers et de récupérer des données est un élément clé, j'imagine aussi, dans ce traitement-là de reporting? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un sujet assez clé, c'est la relation avec les partenaires qu'on pourra traiter. Juste un petit point que j'aimerais juste clarifier avant, qui est hyper important, c'est le fait que tout partenaire qui vous envoie de la donnée est biaisé. C'est-à-dire que toute donnée qui est envoyée, c'est un business model qui est derrière. Et ça, c'est hyper important, particulièrement avec nos amis les GAFA, qui sont des partenaires qui sont essentiels et qui font des produits absolument formidables. Mais vu que c'est quelque chose qui est connu, mais si le produit est gratuit, ce qui est le cas de beaucoup d'outils de Facebook, de Google, c'est que le produit, c'est vous. Et donc forcément, il y a un biais parmi les chiffres qui sont envoyés. Donc si on reprend déjà la définition d'un KPI, je sais que c'est quelque chose d'assez classique, mais il y a 5 éléments. Déjà, il faut qu'il soit pertinent. Est-ce qu'il est concret? Est-ce qu'il correspond à quelque chose? Est-ce qu'il est vrai? Je prends l'exemple, on a eu une conversation récemment où quelqu'un me disait « Mais je veux savoir combien j'ai d'utilisateurs, des utilisateurs, des visiteurs uniques qui sont passés sur mon site, des personnes. » Et j'ai dit « Oui, ça paraît être une information toute simple. C'est impossible. Cette information n'existe pas. Vous ne pourrez jamais savoir combien il y a d'utilisateurs. » Et ça a été un choc parce qu'on a l'impression je veux savoir le nombre de personnes, c'est tout bête. Et en fait, c'est quasiment impossible, sauf si vous avez une stratégie produit en amont, qui est de dire, en fait, la seule manière de savoir si j'ai le nombre de personnes précises sur mon site, il faut qu'ils aient un login, un mot de passe, qui a très bien compris un VP, par exemple. Il y a plein d'entreprises et d'annonceurs qui, du coup, vont faire des programmes d'engagement ultra ambitieux. Je prends un exemple tout bête qui n'a rien à voir avec un Amazon ou un VP, c'est Brewdog, c'est une marque de bière américaine. Ils ont construit un programme. À l'origine, ils avaient une image de marque très dure, d'une certaine manière, un peu boys club. Ils ont complètement switché. Pour être sur une image hyper RSE, hyper engageante, approche très écologique, pour que leurs clients aient une logique à aller sur le site de la bière Brewdog, ce qui normalement est quand même pas acté. Évident. Parce qu'il y a un vrai programme derrière qui est intéressant. D'accord. Et ça a fonctionné? Là-dessus, je n'ai pas l'information. J'ai pas l'information, mais je trouvais que l'initiative était intéressante. Okay. Et là-dessus, sur les KPI, si on finit, l'autre point, c'est qu'il soit compréhensible par tout le monde. Donc ça, c'est un vrai sujet de transformation digitale, que tout le monde comprenne les définitions, qu'il soit fiable, qu'il soit actionnable. Il faut que je vois ce KPI, je puisse faire quelque chose derrière. Et surtout qu'il soit disponible. Et très souvent, en fait, on se rend compte que, surtout quand on arrive un peu en cours de route, l'information n'existe pas. Donc il faut la créer. Et il vaut mieux ensuite partir d'une base saine et avec des chiffres qui sont fiables, plutôt que de dire je veux 3 ans d'historique. En fait, les 3 premières années, tes données sont fausses. Et pas fausses, mais elles sont pas vérifiées. Elles sont pas vérifiées, elles sont moins fiables. Et donc, prends-le comme un proxy et va de l'avant comme ça. D'accord. Et alors, une fois qu'on a fait passer cette première étape, ou plutôt cette seconde étape, la troisième consiste justement à vérifier la validité des données récupérées ou à les traiter. Je prends 2 exemples là-dessus, sur nos 2 meilleurs amis Google et Facebook. Et encore une fois, c'est pas du tout loin d'être anti-GAFA, c'est nos meilleurs partenaires, mais il faut juste être au clair là-dessus. Un point qui est important, c'est sur les conversions. Assez souvent, quand on va travailler avec une agence, où on va avoir un spécialiste du search, du paid social, du display par exemple.
et tout le monde va faire des campagnes. Sauf que vous, moi, n'importe qui, quand on achète un produit digital, on a été confronté à 5 touchpoints, et donc on a sûrement vu 5 pubs de tous les canaux. Et donc si on prend les reportings séparés de tous les spécialistes, on va avoir pour une seule conversion, ça va être attribué à Facebook, à Snapchat, au display et au search. Donc en fait, si on fait la somme ensuite des conversions, pour une paire de chaussures achetées, on a 4 conversions. Ce qui provoque une certaine dichotomie qui n'est pas juste. Et donc c'est là où justement il faut se poser la question, quelle est ma source de référence? Et donc c'est là où on va avoir une logique de modèle d'attribution qui doit rentrer en compte. Et ça là-dessus, il faut que cette discussion soit ouverte. De base, un des modèles d'attribution les plus répandus, celui de Google Analytics, est en last click. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est l'information la plus fiable à collecter pour Google. La deuxième, c'est que le last click favorise vachement le paid search. Et le paid search, c'est 80% des revenus de Google. Mais c'est pas Google vous ment pas, c'est juste que c'est le plus simple, il faut juste le savoir. Et Google met aussi à disposition facilement plein de modèles d'attribution custom via leur multi-channel, le module multi-channel. Et donc vont vous proposer, certes, un modèle un peu black box, mais data-driven, qui permet d'attribuer tous les points. Qu'est-ce que c'est le bon modèle d'attribution du coup? Alors, le bon modèle d'attribution, il n'y en a pas forcément. C'est juste qu'il faut savoir, en fait, il faut avoir conscience que les chiffres qu'on vous envoie ont un biais. Et donc, si vous êtes sur du last click, ça va plus favoriser tel moyen. Et si vous êtes sur du data-driven, vous ne saurez peut-être pas ce qu'il y a. Mais au moins, ça sera un peu plus mélangé. Le meilleur modèle d'attribution, c'est de prendre une agence ou un cabinet de conseil indépendant, un Jellyfish, Artefact, 55, Converteo, qui va vous construire un modèle dans le cloud totalement custom par rapport à vos événements. Et ça, c'est des projets de plus grande ampleur qui demandent une certaine maturité, mais c'est là où vous aurez les résultats les plus efficaces. Par rapport aux partenaires divers et variés, comment est-ce qu'on gère le cas de figure où le partenaire refuse de communiquer les données? Alors, ça, on y vient, la relation avec le partenaire est clé. La relation avec le partenaire est clé. J'avais une petite partie sur Facebook, mais on va les laisser tranquilles pour l'instant. La relation avec le partenaire, elle est clé. Pourquoi? Très souvent, quand on travaille avec des annonceurs qui vont être très dépendants d'agences, ou avec des partenaires, le partenaire ne va pas vouloir envoyer les données. On va dire, en fait, nous, à chaque fois, on arrive comme le tiers de confiance. Donc, on va potentiellement être un peu un grain de sable dans la chaussure. En fait, on va s'assurer du reporting. Et donc, comme ça, la personne qui active les campagnes, par exemple, ou vous aide à améliorer votre site e-commerce, ne va pas être celui qui vous envoie les résultats. Ce qui évite d'être jugé arbitre, ce qui est toujours un peu problématique. Et donc, au début, on a un problème, c'est que parfois, la donnée n'est pas disponible. Nous, on demande certains formats qui sont hyper vastes, honnêtement, comme des exports CSV, on va dire que ce n'est pas disponible. Ou alors, on va nous dire, oui, on peut vous envoyer un SFTP avec des milliards de données, c'est absolument inutilisable. Donc, c'est du refus d'information d'une certaine manière. Ouais. Et dans ce cas de figure-là, nous, on a une approche assez radicale, mais qui a été validée par nos annonceurs les plus matures, qui est entrée dans des situations ultra conflictuelles avec certains publishers. Ouais. C'est que si tu ne me fournis pas la donnée, je ne peux pas valider tes résultats et donc je ne te donne plus d'argent. C'est-à-dire que je ne vais pas contractualiser avec toi vu que je n'ai aucune idée des résultats de manière indépendante. C'est radical. Ce qui est radical, certes, mais dans les faits, ce qui est logique. C'est-à-dire que si vous donnez de l'argent à quelqu'un pour qu'il active des campagnes, pour qu'il améliore votre site web, c'est normal que vous puissiez qu'il puisse vous rendre des comptes et donc qu'il vous donne de la donnée brute, qui soit non retravaillée, pour que vous puissiez avoir la main là-dessus. Okay. Et d'ailleurs, on le voit sur des annonceurs ultra matures, c'est le fait qu'ils contractualisent avec des agences, et encore une fois, qui sont excellents dans le fait de faire des pubs et vous faire gagner en croissance, mais ils ont arrêté d'objectiver ces agences sur de la performance. C'est-à-dire que c'est plus tu dois atteindre tel niveau sur le CPM, tel niveau sur le CPC, parce qu'en fait, du coup, il y avait des biais, et l'agence pouvait toujours trouver un moyen d'améliorer les chiffres, et pas en montant, mais juste si c'était objectivé là-dessus. Et donc parfois, il n'y avait plus une logique long terme. Donc là maintenant, c'est des contrats qui sont fixes, avec certains, j'imagine, objectifs grosse maille que je n'ai pas, mais des contrats fixes, juste fais ton travail le mieux que tu sais le faire, et on a une vraie relation de confiance ensemble pour améliorer notre performance. Ok. Donc il y a des objectifs d'un côté, les KPI de l'autre, le lien avec les partenaires. Exactement. Et il en manque 2. Il en manque 2. Dernier point sur les partenaires. Ah ouais. Les conventions de nommage. Là, les conventions de nommage, c'est hyper important. Si vous voulez faire du reporting correctement, si vous voulez rentrer dans un niveau de granularité plus fort, il faut que vos clients respectent les conventions, vos partenaires respectent les conventions de nommage. Ouais. Sinon, votre donnée est totalement fausse. On a eu des exemples par le passé où, en fait, nous, Report, on s'adaptait à toutes les erreurs de conventions de nommage. On avait des espèces de requêtes qui étaient faites, pour le coup, des requêtes SQL dans Google Cloud Platform qui étaient ultra massives et, du coup, qui faisaient énormément d'erreurs. D'accord. Créez une convention de nommage au début, faites-vous accompagner si vous voulez sur le sujet et tenez-vous-y.
au moins une année. Elle ne sera peut-être pas parfaite, mais il faut avoir une convention de nommage qui soit stable et pérenne dans le temps. D'accord. Quatrième point, Ouais. la collecte des données, les API. Un point qui est important, qu'on voit pas mal, c'est comment, enfin aujourd'hui, bon là c'est une partie qui est un peu plus technique, mais tout le monde ne jure un peu que par l'API, qui est le nouveau moyen formidable pour collecter des données automatiques. C'est pas entièrement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, tous les publishers, les partenaires mettent des API à disposition pour partager la donnée, ce qui est une super avancée parce qu'avant ce n'était pas le cas. Le problème, c'est que quand on voit qu'il y a une API, ça ne veut pas dire que l'API elle est qualitative. Et même, objectivement, la plupart des API ne sont pas très qualitatives. Il y en a quelques-unes qui sont excellentes. Je prends Facebook Ads, c'est excellent. AT Internet, Google Analytics, c'est des Google Ads, c'est des super API. D'autres sont intermédiaires et d'autres sont non utilisables, d'une certaine manière. Et donc, il y a plusieurs manières d'automatiser la collecte de données. Soit on va les requêter, désolé, c'est un peu plus technique, mais on va les requêter, on va demander au fournisseur de données ce qu'on appelle en stream, juste on va lui poser une question et il nous répond. Ça, c'est le modèle idéal, mais qui très souvent ne marche pas très bien. Et donc en fait, il y a une approche hybride à avoir, qui est de dire au début, je vais fonctionner avec de l'API automatique, avec du Facebook, du Google Analytics et du Google Ads par exemple. Et au fur et à mesure, en fait, je vais constituer un data lake, ou une data warehouse, ou un data mart. J'ai pas envie de juste vous allez stocker de la donnée quelque part. Je sais qu'il y a 1000 indicateurs, c'est pas très important. C'est juste le fait de dire qu'au départ, en fait, le but, c'est de commencer vite à faire quelque chose qui marche. Donc, vous allez automatiser vos premiers rapports avec peut-être que de la donnée site-centric. Quelques données de ad-centric qui fonctionnent bien, avec des API qui fonctionnent. Peut-être quelques Excel ou Google Sheets que vous allez connecter. En fait, au fur et à mesure, il faut commencer à travailler avec vos équipes IT, vos équipes data, quelles qu'elles soient, pour constituer une petite data warehouse, un stockage dans un cloud, que ce soit BigQuery, que ce soit Azure, que ce soit AWS, que ce soit un on-premise si vous êtes particulièrement inquiet sur les GAFA. Mais en tout cas, il faut faire ça, parce que qu'est-ce que ça permet en fait? Ça permet le fait de juste déverser de la donnée dans un endroit, c'est un système qui est beaucoup plus simple après pour la retraiter. Il y a ce langage qui est universel, qui s'appelle le SQL, qui permet de faire tous les traitements possibles. Ça permet trois choses. Si l'API est limitée et ne vous permet pas de faire certains croisements, en mettant toutes les données brutes dans un endroit avec un langage universel, vous allez pouvoir faire toutes les analyses que vous voulez. Et deuxièmement, l'autre point qui est important, c'est que le temps de réponse va être beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, les bases de données sont faites pour traiter de la donnée rapidement. Là où l'API de Adobe Analytics, Adobe qui est une super solution, leur API elle est très lente parce qu'elle n'est pas faite pour exploiter de la donnée comme ça. Et donc le but, vous mettez vos données Adobe dans un cloud et après la donnée sera traitée. Et ça, c'est une bien meilleure manière de faire. Et on le voit chez tous nos annonceurs les plus matures, il y a un vrai travail de fond qui a été fait depuis plusieurs mois, plusieurs années, de collecter de la donnée et de faire monter en compétence leurs data analystes en interne sur les sujets SQL, sur les sujets BigQuery, Azure, quels qu'ils soient, pour changer la manière dont on travaille et monter en compétence sur les sujets. Et c'est le dernier point clé, du coup, c'est les équipes, c'est changer un petit peu les process en interne. Le dernier point clé, c'est plus une logique de transformation culturelle. Le but de faire du reporting, c'est pas de faire du reporting. Le reporting, c'est pas un sujet qui est passionnant en tant que tel. Le sujet du reporting, c'est d'habituer les gens à suivre des chiffres en permanence, avoir une exigence sur la donnée et se dire, je vais avoir des données, je vais pouvoir les analyser et en fait tout ce que je fais manuellement, je vais arrêter de le faire parce que ça n'a pas de valeur ajoutée. Donc ça, c'est le dernier point, mais qui est le point capital, c'est automatiser tout ce que vous faites. Il ne faut jamais avoir des tâches manuelles. C'est une perte de temps, terrible. En fait, ça n'a aucune valeur ajoutée. Déjà, faire des tâches manuelles toutes les semaines, même si c'est 5-10 minutes, ça n'a aucune valeur ajoutée. Ça ne peut pas être pérenne dans le temps, parce que à partir du moment où quelqu'un part en vacances, ou est malade, ou a une urgence, en fait, du coup, le dispositif est pété. Et donc, forcément, ça ne va pas être pérenne. Et troisièmement, tout le temps que vous passez à faire des choses manuelles, répétitives et chronophages toutes les semaines, c'est du temps que vous n'améliorez pas votre reporting. Et votre reporting, c'est que vous n'améliorez pas votre capacité à analyser vos chiffres. Et donc, là où d'autres personnes vont automatiser, donc vont être de plus en plus exigeants et donc de plus en plus performants, vous, d'une certaine manière, vous allez stagner en faisant toujours les mêmes choses. Donc, troisième point, c'est automatiser tout ce que vous faites. Là-dessus, l'automatisation, elle est sur 4 étapes. Il y a la collecte des données, il y a la préparation, construction des dashboards et diffusion. Nous, là-dessus, on a une approche sur les 4 points. Je vous prends le premier, la collecte des données, qui est le nerf de la guerre. C'est hyper embêtant de collecter des données exogènes. Nous, par exemple, chez Report, on a 3 manières de le faire. Un, des connecteurs stream, on va juste demander l'information en direct, parce que c'est des API de qualité. 2, des API avec du stockage, parce que c'est des API où il y a trop de données, où ça ne va pas être efficace. Des Taboola, même des DV360, Search Ads, HubSpot, ils ont des bonnes API, mais avec du stockage. Et après aussi, on a une capacité d'automatiser la collecte de fichiers Excel,
CSV, pour des sources exotiques, pour du IAS par exemple pour la verification, Baidu sur des sources plus chinoises où par exemple on a plus de mal avec les API. Donc ça c'est important. Et un point qui est capital, équipez-vous. Ne développez pas des connecteurs en interne. Je pense que c'est un point qui est hyper important. On l'a vu récemment sur un appel d'offres. On demandait des gens pour développer des connecteurs Facebook Ads en interne dans le retail. Je pense que je suis biaisé, mais chacun son métier. Le but d'un retailer, c'est pas de développer et de maintenir des connecteurs Facebook Ads. C'est hyper contraignant, il faut être au courant des informations. Il y a toujours des informations nouvelles. Il y a plein de fournisseurs, il y a plein de partenaires avec qui vous pouvez travailler. Funnel, Fivetran, Blendo, Supermetrics, Report. Je ne suis pas biaisé là-dessus. Déléguer ça à des gens dont c'est le métier parce que c'est une vraie expertise qu'il faut faire. Et après là-dessus, sur l'automatisation, la préparation, vous pouvez le faire dans le cloud, vous pouvez faire du auto-labelling. Soit c'est de la montée en compétences de vos équipes, soit vous faites accompagner cette montée en compétences. Et après, nous, un exemple que je voudrais prendre pour finaliser, qui est celui de France TV. On a un cas d'usage qui est super cool. C'est le fait que France TV, on est avec toutes les équipes éditoriales. Donc il y a France 2, toutes les chaînes de France 3, La Première, France Info, France TV Sport. Il y a énormément de rapports, il y avait une centaine de rapports à prévoir. Et on a automatisé tout jusqu'à la diffusion des données. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 1000 collaborateurs de France TV qui reçoivent tous les jours les rapports quotidiens sur leur performance propre et des visions agrégées par semaine et par mois. Et ça, c'est envoyé par mail de manière automatique. Donc déjà, ils reçoivent ces données. On a une plateforme de monitoring à côté qui permet de savoir quelles sont les équipes qui consultent les rapports, à quelle fréquence, quelles sont les équipes qui sont on board pour améliorer en continu ces performances. Et en plus, on a mis des systèmes d'alerte dessus, ce qui fait que quand il y a vraiment des informations qui changent du tout au tout, et là où la personne va peut-être être moins attentive, elle va recevoir une alerte en push, de dire, là vraiment, il y a une situation qu'il faut que tu regardes et il faut que tu creuses. Ok. Très clair. Moi, je voudrais juste rebondir pour terminer sur ce que tu disais sur ne pas développer ses connecteurs en interne. Est-ce qu'il y a un autre dont, parce qu'il y a eu beaucoup de DOU, 5, qu'on retrouvera sur la plateforme, est-ce qu'il y a un autre biais à éviter, une autre erreur à ne pas commettre? Il y a une erreur qui est hyper importante et qui sera le mot de la fin. Là-dessus, c'est... non, je crois que j'ai switché sur... Le mot de la fin, c'est... pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est done is better than perfect. En gros, on voit trop souvent des espèces de projets à très grande échelle, d'avoir le setup parfait. À horizon 6 mois, ça va prendre 1 an. Et en fait, dans 1 an, votre reporting il sera déjà faux parce que vos priorités business seront changées. Commencez petit et une approche itérative. L'équipe de Figaro, elles l'ont hyper bien faite. On a commencé avec un rapport hyper simple que du Google Analytics. Dans le même temps, on a commencé à automatiser certaines sources de données pour ajouter du CRM et ils ont constitué un data lake dans le fond. Et en fait, ils ont commencé avec un rapport où déjà ils ont habitué les gens à recevoir des chiffres et les questionner. Et en fait, ils ont eu donc ces deux streams, le run courant et un build de fond qui a permis en fait d'améliorer le reporting au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos annonceurs les plus matures, avec une vision 360, réseaux sociaux, CRM, acquisition, site-centric, qui est envoyé tous les jours, toutes les semaines, tous les mois à tous leurs collaborateurs. Et c'est une super réussite d'un projet bien mené. La stratégie des petits pas. Exactement. Merci beaucoup, Grégoire. Avec plaisir. Je vous propose qu'on passe maintenant à un autre chapitre de cette matinée dédié au commerce unifié en temps de pandémie avec Jérémy Buffalon et Laurent Barra. À tout de suite.